Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette 4e conférence du projet Lieux de mémoire des jeunes européens de Strasbourg, dont Clément vous parlera après. Après l'impact de la mémoire dans la construction européenne, le rôle des archives et les zones rouges qui ont occupé notre agenda de conférence jusqu'ici, aujourd'hui, on va parler un peu de création de contenu historique et de vulgarisation de la mémoire avec 4 youtubeurs qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Et donc, on les remercie d'être avec nous aujourd'hui. Julien, aussi connu sous le double pseudonyme d'un audio connard. Justine, qui tient une chaîne, donc sa chaîne qui s'appelle La Prof. Antoine, que tout le monde connaît en tant qu'Histonie sur YouTube et aussi via son blog. Et Baptiste, alias Parlons Histoire. Donc, encore merci à tous les quatre d'être avec nous. Et on espère qu'un jour, on pourra vous croiser à Strasbourg en vrai et pas via Zoom, vu le contexte un peu particulier. Merci beaucoup, Garance. Alors peut-être pour commencer, quelques mots sur l'association. Donc les Jeunes Européens, au total, c'est quelques 30 000 membres de 16 à 35 ans qui sont répartis dans 35 pays, donc également des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. L'objectif, pour faire très simple, c'est rapprocher l'Europe du citoyen et le citoyen de l'Europe. Comme l'a rappelé Garance, nous avons un projet cette année qui s'appelle le projet des lieux de mémoire, dans lequel se tient cette conférence. Donc, nous sommes sur Zoom. Nous allons être également diffusés sur Facebook et sur YouTube. Donc, je remercie les participants Zoom de bien vouloir éteindre leur micro pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, sauf si, évidemment, nous vous invitons à prendre la parole pour poser directement vos questions aux intervenants. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat pour ceux qui sont sur Zoom et nous y répondrons dans la mesure du possible aussi dans le cadre temporel qui nous est imposé. Peut-être commencer par une première question que j'adresserai à Julien et à Antoine, donc Monsieur Connard et Estonie. Vous êtes tous les deux assez actifs sur YouTube. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment il est possible de transmettre l'histoire et la mémoire à travers ces nouveaux formats. Pourquoi vous êtes lancés finalement dans ces nouveaux formats et peut-être quels sont les enjeux aussi en matière de rigueur, de qualité historique lorsqu'on a ce type d'approche un petit peu grand public sur un média comme YouTube. Peut-être Julien pour commencer? Pourquoi pas, j'avais proposé Antoine, mais très bien. Moi, je vais dire que, en fait, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de communiquer avec des publics assez vastes. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on a toute créativité pour faire ce que l'on veut, enfin, dans la limite, évidemment, des conditions d'utilisation. Mais par exemple, là, on est 4 et on a chacun, en fait, plus ou moins une spécialité, une manière d'aborder les choses. Par exemple, il y en a qui font du face caméra, il y en a qui n'en font pas, il y en a qui abordent certains thèmes, il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres. Enfin, il y a vraiment possibilité de faire pas mal de choses. Mais ça ne doit jamais empêcher, enfin, c'est un moyen de toucher des nouveaux publics, mais ça ne doit jamais empêcher d'être rigoureux. C'est-à-dire que Internet, c'est aussi un accès monstrueux à des archives. Je pense à Histoire des Hommes, je pense à Gallica, je pense à quantité de choses en plus des archives physiques. Et voilà, on a la possibilité de créer du contenu sérieux, parfois plus sérieux qu'un Laurent Deutsch, par exemple, hein, je dis ça au hasard, assez aisément et pouvoir parler des sujets qui nous plaisent. Donc, franchement, c'est une occasion en or de faire plein de choses très très bien. Donc, mais je vais laisser Estonie, qui est encore plus sérieux que moi, justement, même bien plus sérieux que moi, embrayer. Moi, je fais semblant d'être sérieux, mais j'ai commencé en fait parce que j'étais en plein milieu de mon doctorat. J'enseignais à la fac et j'avais une espèce de double frustration, c'est-à-dire que d'un côté, je voyais que c'était très compliqué de faire TD à 50 personnes dans une salle pour 45 et ce genre de fantaisie. Donc j'ai eu la chance d'éviter en plus aux études sous confinement, mais je plains en plus là ceux qui sont au charbon en ce moment. Donc déjà j'avais cette frustration-là, puis celle de voir qu'en face, les personnalités médiatiques de l'histoire, c'était comme on l'a dit, Laurent Deutsch, Stéphane Bern, et là c'est plutôt pour ce qui est presque de qualité décente, mais donc sinon on avait Laurent Deutsch, Franck Ferrand, des conspirationnistes, des choses comme ça. Internet aussi, il faut y repenser, il y a quelques années c'était quand même un bon gros nid à conspirationnistes, ça l'est toujours, mais on va dire qu'il y a un peu d'autres paroles qui commencent à émerger.
Et donc, l'idée, c'était aussi d'essayer de créer autre chose. Mais moi, très vite, en fait, justement, je me suis rendu compte que de toute façon, je ne saurais pas jouer aux youtubeurs. Et que donc, du coup, j'allais me contenter de faire à peu près ce que je faisais de bien, c'est-à-dire comme à la fac, quoi, mais en me filmant dans ma chambre et en posant ça sur YouTube. Et puis, j'ai été surpris qu'il y avait des gens qui voulaient regarder. Mais je crois, comme tu le disais, que c'est ça la force de YouTube, c'est justement qu'on peut faire plein de choses différentes et puis essayer de faire. Et puis, avec un peu de chance, il y aura des gens qui tomberont là-dessus. Donc ça, je pense que c'est la grande force, même s'il ne faut pas être trop non plus... faut pas trop s'aveugler sur les limites du format. Et donc, je pense que là, pour le coup, on parlait de rigueur, effectivement, je pense que c'est notre responsabilité à tous. On est sur Internet, il y a beaucoup de conneries qui circulent. C'est très facile, en plus, quand on est vidéaste, d'avoir très vite une aura. Parce que très vite, en plus, on a ce fameux compteur des abonnés en dessous qui contribue à faire un peu à l'argument d'autorité. On a le compteur de vues qui joue aussi beaucoup là-dessus. Beaucoup de gens qui vont commencer à se dire, si ça vient de quelqu'un qui est connu, c'est que c'est peut-être plutôt sérieux. On a aussi l'étiquette du fait qu'on n'est pas à la télé. On est à une époque où il y a une grosse défiance envers les médias. Donc, comme on n'est pas à la télé, peut-être que c'est mieux, et ainsi de suite. Et c'est très facile, justement, comme je disais au début, de se donner l'air sérieux quand on commence à maîtriser les codes. Et de fait, on arrive très vite dans un format où on pourrait dire n'importe quoi, il y aurait des gens pour nous croire. Et donc, on a une responsabilité qui est d'autant plus grande. Et cette responsabilité, elle va forcément avec une exigence de rigueur, parce que si on fait des conneries, il y aura plein de gens qui nous suivront. Je rebondis juste dessus parce que tu évoquais le fait que tu as commencé avec... parce que tu enseignes. Bon, je pense qu'on est... Aux dernières nouvelles, on est tous les 4 enseignants. La prof, on n'a pas discuté, mais je pense que vu ton pseudo, il y a peut-être un indice. Mais voilà, en fait, je pense... Alors, là, je m'avance peut-être, mais pour avoir été prof aussi, un des gros succès qu'on a, un des grands plaisirs qu'on a, c'est quand on a un élève qui dit « Vous m'avez donné goût à la matière ». C'est-à-dire qu'on a réussi à créer l'intérêt chez quelqu'un qui ne l'avait pas. Pour la mémoire et pour tout ce qui est historique, c'est aussi ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des périodes historiques, des gens vont vous dire « Moi, je trouve ça chiant » ou l'histoire de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Et la meilleure récompense qu'on a, c'est quand quelqu'un, même en commentaire, nous poste voilà, ça ne m'intéressait pas, maintenant, ça m'intéresse. Et là, on se dit qu'on a fait avancer les choses. D'où la rigueur qu'Estonie évoque, parce que si on fait avancer les choses avec des conneries, on part dans le mauvais sens. Mais quand on arrive à accrocher quelqu'un, moi j'ai commencé comme ça, j'avais une classe très difficile et j'ai commencé avec des anecdotes débiles pour les intéresser. Parce que quand ça a 14 ans, ça veut surtout entendre parler de sang, de sexe et de vodka. Donc j'avais pas de vodka, j'ai failli avec le reste. Et puis voilà, ensuite on peut faire des anecdotes qui ont un peu leur attention et de là ça démarre. Mais par exemple, une anecdote peut suffire à donner le goût à une matière, qui va donner envie de goût de creuser, d'aller lire des livres plus concrets, d'aller voir d'autres vidéastes qui parlent du sujet de manière différente. Enfin, voilà, c'est vraiment un très, très bon marchepied. Merci beaucoup. Garance, je te laisse poser la question suivante. Oui, j'attendais juste de voir si Justine ou Baptiste voulaient rajouter quelque chose. Mais du coup, je vais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué tous les deux, qui est la question du public. À qui on s'adresse, à qui nous regarde, parce que quand vous préparez vos contenus, etc., vous faites avec du sérieux, avec la rigueur historique, mais derrière, il faut quand même se demander qui le reçoit, ce contenu. Donc la question que je voudrais vous poser, peut-être à Justine, Oui. c'est à qui vous vous adressez et qui vous regarde. Ça, on peut en avoir une idée à travers les statistiques YouTube, aussi à travers les commentaires qu'on reçoit et les personnes qui se sont abonnées, parce que moi je suis aussi sur Twitter et Facebook pour ma chaîne par exemple. De manière générale, les gens qui me regardent sont plutôt des personnes jeunes adultes, plutôt comme moi, qui ont entre 20 et 35, 40 ans. C'est ce que je vois dans les statistiques en tout cas. Au niveau de leur intérêt pour l'histoire ou de leur connaissance historique, ça c'est plus difficile à définir, mais de l'impression que j'ai eue, sont plutôt des personnes qui s'intéressent à l'histoire sans forcément avoir eu de formation historique derrière, ou des personnes qui sont, par exemple, j'ai pas mal d'étudiants en histoire quand même aussi, il me semble, parce que j'ai parfois des commentaires, des questions qu'on me pose, qui sont parce qu'il est en train d'étudier ça et du coup il faudrait avoir des précisions. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre et oui, aussi des profs qui regardent également.
Et ça, c'est une question que je me posais pas trop au lancement de ma chaîne. Qui allait regarder? Parce que je savais pas. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Parce que c'est un peu figé. Oui, on t'entend l'image. bien. Oui, c'est bon. C'était une question que je me posais pas trop parce que quand on lance la chaîne, voilà, on sait pas trop où on va atterrir et ce qu'on va faire. Et du coup, j'ai pas vraiment cherché à m'adapter au public qui me regarde. C'est plus voilà, ce que j'ai fait a eu l'air d'attirer ce type de public-là. Et donc depuis, je continue dans cette veine-là parce que c'est quelque chose qui me plaît d'abord. Avant de me demander qui allait regarder, je voulais d'abord faire ce qui, moi, allait me plaire en tant que créatrice, quoi. Qu'est-ce que j'avais envie de faire en vidéo. Voilà, je vais peut-être laisser Baptiste prendre le relais. Ouais, allez-y, Baptiste. En fait, contrairement à Justine, en fait, moi, j'avais tout de suite, très rapidement, cherché à savoir qui allait regarder mes vidéos. Et comme je rentrais tout juste dans le métier de l'enseignement, je me disais, ouais, ça va être que des jeunes qui vont me regarder. Je vais faire genre je suis jeune, alors que pas du tout. Et donc, du coup, ça donne les premières vidéos très, très malaisantes parce que j'essaye de donner l'impression d'être jeune alors que je le suis plus vraiment. Donc, j'ai mis pas mal de temps à me trouver ma propre identité, mais bon, finalement, au final, c'est quelque chose de réussi après plusieurs années de travail. Et quant à savoir en fait qui nous regarde, j'ai envie de dire qu'on a le pouvoir dessus, et d'un autre côté, on n'a pas du tout le pouvoir dessus. En fait, ça dépend vraiment du format qu'on a choisi de faire et aussi du sujet. Moi, je prends mon exemple évidemment. Donc, comme Justine, et parce que YouTube est une plateforme qui est située sur Internet, donc on va dire que beaucoup de personnes âgées ne viennent pas sur cette plateforme. J'ai une grosse majorité de gens qui sont, comme l'a dit Justine, des jeunes adultes entre 20 et 40 ans. Et ça pour quasiment toutes mes vidéos. Mais j'ai remarqué qu'il y a une vidéo qui sort du lot. C'est donc en fait dans mon établissement, donc avant toutes ces histoires de Covid, il y a une rescapée du camp d'Auschwitz qui est venue. Donc j'avais eu son autorisation de filmer son intervention dans mon établissement. Et en fait, sur cette vidéo, du coup, je crois 75% des gens qui regardent, ils ont plus de 60 ans. Voilà. Donc du coup, en fait, je me dis, finalement, ils sont là aussi, ces gens-là, sur YouTube. Ils ont même un compte, parce que YouTube sait qu'ils ont plus de 60 ans. Et ils regardent, du coup, YouTube, en fait, ils regardent les sujets qui les intéressent. Donc, c'est pour ça, en fait, on n'a pas le choix, parce que ça dépend du sujet qui va attirer ou pas les personnes, et on a le choix parce que c'est aussi dans la façon dont on va faire alors attention, je vais parler aux profs là, dont on va faire la transposition didactique, c'est-à-dire la façon dont on va passer d'un savoir du coup scientifique au savoir vulgarisé, c'est-à-dire un savoir qu'on va rendre accessible, simple à comprendre, sans être simpliste. Et la façon dont est fait cette vulgarisation, finalement, ça va faire en sorte qu'on va plutôt s'adresser à un public qui a un fort bagage intellectuel ou, on va dire, un public néophyte en histoire. Ça, voilà, c'est pardon, je t'avais Mais je t'en prie, je t'en prie. Je dis oui, ça, c'est un choix. Par exemple, ça me fait penser on parle beaucoup de vulgarisation. Et pour moi, ça a plusieurs définitions et tous les youtubeurs n'appliquent pas forcément la même définition de vulgarisation. Pour certains, ça va être aborder un sujet de manière assez, sans rentrer trop dans les détails, pour que les personnes aient envie d'aller plus loin. Pour d'autres, ça va être creuser un sujet à fond. Et donc, justement, ça n'attirera pas forcément les mêmes personnes. Et il faut de tout, de toute façon. C'est ça. De ce qu'on fait dans notre travail de vulgarisation va dépendre aussi le public qu'on va s'attribuer soi-même, finalement. Voilà. Julien, Antoine, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou... Non. Moi, je dirais simplement que le public dépend aussi de la façon dont on lui parle. Moi, j'ai pris le parti assez tôt de faire un discours qui soit un peu exigeant sur le fond, mais qui soit très souple sur la forme. J'hésite pas à parler comme je parlerais à un pote, en fait, avec de la vulgarité, des blagues, ce genre de choses, mais sans écrire en amont pour qu'il y ait cette vulgarité ou ces blagues, pour que ça reste spontané, pour justement que la forme soit pas un obstacle. Et c'est comme ça que, même si le cœur de mon public, c'est des étudiants et des profs et des passionnés d'histoire, j'ai quand même aussi des gens qui vont m'écrire en me disant « Moi, j'ai pas eu le brevet, mais j'adore ce que tu fais parce que ça m'ouvre un monde que je vois pas d'habitude. » Et ça, c'est important.
Et l'autre chose, Justine parlait des différents types de vulgarisation, et effectivement, pour moi, c'est très vrai, et c'est quelque chose de très important, c'est qu'il y ait des passerelles entre ces différents types de vulgarisation. Moi, par exemple, depuis un an, j'écris des scripts pour Benjamin de la chaîne Nota Bene, justement parce que c'est un exercice totalement différent de ce que je fais dans mes propres vidéos, pour toucher un public totalement différent, et que ça permet ensuite de créer des passerelles, parce que sur les 200 000 personnes qui vont voir la vidéo sur Robespierre qu'on a écrite avec Ben, il y aura peut-être 1000 personnes qui ensuite iront voir ma série sur la Révolution parce que ça les aurait intéressés. Et donc ça crée comme ça des passerelles, et ça me paraît très important. Oui, non, moi j'allais juste rajouter que, effectivement, au niveau des spécificités, moi, comme je m'occupe d'histoire militaire, j'ai beaucoup de militaires, forcément, qui viennent aussi. Donc, c'est pareil, on voit qu'il y a de tout, c'est-à-dire des gens qui sont pas du tout, qui sont juste intéressés par l'histoire ou qui sont tombés dessus un peu par hasard. Et puis, on a des gens qui sont vraiment même pas portés sur l'histoire et qui viennent pour deux raisons. Soit pour l'aspect humour, donc on aura l'occasion d'évoquer ça plus tard, soit, et c'est arrivé à plusieurs reprises, je m'y attendais pas trop, des gens qui font de la généalogie. Et donc, ils cherchent à comprendre un petit peu ce que c'était que telle bataille ou ce que c'était que telle guerre. Et toute personne qui est déjà passée par des archives a déjà vu son lot de généalogistes en maraude. Donc voilà, ils existent aussi sur YouTube. Ils sont là. Merci à tous les quatre pour vos réponses. Donc là, on n'a pas eu public YouTube qui effectivement est très très large, comme vous venez de nous le dire. Il y a un contexte, enfin il y a des lieux où le public est quand même plus restreint, c'est les salles de classe, même les conférences universitaires, etc. Comment est-ce que vous situez votre travail par rapport à ces sources un peu, pas premières, mais un peu auxquelles on est tous allés à l'école Comment est-ce que vous situez votre travail, vous, par rapport à ça Peut-être Justine? Oui. Donc par rapport à ce qu'on peut avoir à l'université, par exemple, ou à l'école. Moi, du coup, j'ai été prof, là, je ne suis plus actuellement. Et justement, pour moi, c'était deux choses très différentes. D'abord, quand j'ai créé ma chaîne, alors j'étais encore étudiante à ce moment-là, j'enseignais pas encore, mais tout de suite, je me suis jamais dit que ça serait un complément à un métier de prof, que ça serait à destination de mes élèves, par exemple, parce que pour moi, c'était deux choses très différentes et que j'avais pas forcément envie. Si je créais, c'était pour moi et pour le public YouTube, mais pas forcément pour un public élève que j'aurais aussi par la suite. Et donc, pour moi, la différence avec ce qu'on peut avoir à l'école ou à l'université, je pense qu'elle se situe beaucoup dans le ton, dans la liberté qu'on a aussi de pouvoir traiter vraiment des sujets qu'on veut. Et c'est ça qui me fait très plaisir en tant que vidéaste, c'est que si un jour j'ai envie de parler je sais pas, j'ai fait par exemple des choses sur l'histoire des relations entre les hommes et les montagnes, les hommes et la forêt, donc très histoire des mentalités, histoire culturelle. Et à côté, je vais parler de la guerre de 100 ans ou d'une épidémie de peste. Tout ça, c'est très vaste. Et en tant que vidéaste, on peut se permettre de choisir de parler de tout dans la limite de la documentation et de nos compétences, bien sûr. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on enseigne, que ce soit à l'université ou à l'école, parce que là, on a des limites de programme, etc. Merci beaucoup. Baptiste ou Antoine, ou Antoine. J'aurais voulu rebondir, oui, sur un truc très important qu'a dit Justine. Elle parlait des libertés que donne YouTube. Je pense qu'il faut penser aussi aux libertés que le public a sur YouTube, c'est-à-dire que par rapport à un cours où on est obligé de se lever à heure fixe pour y aller, ainsi de suite, ce qui peut devenir très épuisant. Moi, je sais que par exemple, quand je donnais cours à des groupes entre 17 et 19 heures, ou même à partir de 15 heures, en général, c'était les groupes de la mort et ça tournait très mal. Sur Internet, quand on regarde une vidéo, vous êtes tout à fait libre de regarder ma série sur la Révolution française en slip, en mangeant des chips à 2 heures du mat. Et ça, mine de rien, ça change tout. Parce que ça change totalement le rapport qu'on a à l'apprentissage, même si le fond va être le même. Donc ça, déjà, je crois que c'est très important. Et l'autre truc, c'est que je pense que tous et toutes, on a une formation. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, c'était évident qu'il fallait transmettre cette formation universitaire à mon public et les clés en fait de fabrication de l'histoire. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de parler d'historiographie
de parler des sources et de la critique des sources, parce que c'est justement ce que ne font pas notamment les grandes figures réactionnaires de l'histoire, comme Franck Ferrand, on l'a vu l'autre jour à la télé par exemple, expliquer qu'il croyait Jules César sur parole parce qu'il avait dans son fort intérieur l'impression qu'il fallait faire confiance à Jules César. Nous, en histoire, c'est totalement l'inverse en fait. On ne fait pas confiance aux sources, on les étudie, on les critique et on les met en parallèle avec d'autres. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important à apprendre parce que ça donne des outils d'autodéfense intellectuelle extrêmement puissants ensuite. Et c'est pour ça que pour moi, on est obligé, en tant que vulgarisateur, là aussi, on a cette responsabilité qui était peut-être pas là au tout début de la vulgarisation sur YouTube, où on avait peut-être une première génération de gens qui parlaient d'abord de choses qui les intéressaient, mais qui n'avaient pas forcément le bagage scientifique derrière pour réfléchir à comment ils le faisaient. Je pense que maintenant que YouTube a atteint une certaine maturité du point de vue de la vulgarisation, on est obligé d'aller plus loin. On ne peut pas juste parler de quelque chose qui nous a intéressé en ayant lu Wikipédia, voire presque en le reprenant. On est obligé d'aller plus loin. On est obligé de se mettre à l'épreuve et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai lu énormément pour mes vidéos et j'ai appris énormément de choses. J'ai rarement commencé une vidéo en sachant déjà tout ce que j'allais y raconter et ça, je trouve que c'est important aussi. Oui, c'est vrai, je me permets juste de rebondir là-dessus à nouveau, après je laisse la parole. C'est au début de ma chaîne, justement, c'était un peu les débuts de l'histoire sur YouTube aussi. Et c'était mes débuts sur YouTube. Et du coup, alors que j'étais étudiante en histoire, j'étais beaucoup moins attentive aux soucis apportés aux sources et je creusais beaucoup moins mes sujets, je passais beaucoup moins de temps en recherche. Alors que très rapidement, je me suis rendu compte que c'était à la fois important pour les spectateurs et pour moi aussi. Et j'ai jamais autant lu en histoire que depuis que je fais des vidéos. Et parfois, il y a des sujets que je connais pas du tout, mais ils m'intéressent et donc je peux passer des mois s'il le faut, mais je vais me renseigner sur le sujet et après j'en parlerai. Et c'est vrai que l'historiographie, c'est très important et c'est quelque chose qui est assez peu connu du grand public, enfin la manière de faire l'histoire. Et du coup, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qu'il est bon de vulgariser. C'est sûr, c'est moins sexy que parler je sais pas, de guerre ou d'épidémie ou quoi. Mais j'aime bien parfois parler d'historiographie justement dans mes vidéos de plus en plus parce que ça donne des clés, justement, comme tu disais, aux spectateurs. Et juste une petite précision aussi, du coup, pour eux, quand on parle d'historiographie, je pense que c'est important aussi de mentionner dans nos vidéos, je le fais de plus en plus, et on a essayé de le faire avec Ben aussi, de mentionner les historiens dont on s'inspire, qu'on a lu et ainsi de suite, pas juste de les mettre en bibliographie à côté, mais vraiment de parler du fait qu'il y a des gens qui travaillent ça et de renvoyer nos viewers vers ça. Quelqu'un parlait dans les commentaires de prochaine étape, l'histoire sur Twitch. Benjamin, justement, sur Twitch, a interviewé François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France sur l'histoire de l'Afrique, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, qui est un sujet dont personne ne parle dans les médias et que personne ne connaît ou presque. Et là, on a un vidéaste qui a, sur une plateforme qui à la base est pour du jeu vidéo, interviewé pendant 2 heures ce professeur avec un public monstrueux et la vidéo a été très vue sur YouTube. Et je trouve que là, pour moi, c'est le summum de ce qu'on peut faire en termes de passerelle, justement, parce qu'on fait découvrir à tout un public qui ne les aurait jamais vus des gens qui sont super intéressants. Merci. Est-ce que Julien, Baptiste, Justine, vous avez des choses Ok. Clément, du coup, je te laisse reprendre la main. Oui, alors je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat, donc on va faire court. Mais peut-être une question directement sur notre projet qui porte donc sur les lieux de mémoire. Finalement, en parlant d'histoire, à travers vos blogs, à travers vos vidéos sur YouTube, vous parlez indirectement ou directement parfois aussi de mémoire, parfois avec humour, parfois avec, vous le disiez aussi, un petit peu la course aux vues lorsqu'on est sur YouTube. Dans quelle mesure est-ce que justement ces formats peuvent être des supports intéressants ou parfois un petit peu dangereux pour parler de certaines mémoires? Peut-être qu'on peut poser la question à Baptiste d'abord. Si Baptiste nous entend. Je crois que vous n'avez pas activé votre micro, Baptiste. Avec le micro activé, effectivement, ça marche mieux. Pardon. Donc, je disais, le débat sur YouTube, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que le format fait que c'est pas le lieu le plus adapté parce que donc, le vidéaste a déjà il a développé son propos, enfin il l'a préparé, ensuite il l'a énoncé en vidéo.
Et en fait, la seule façon d'avoir un débat, c'est finalement dans l'espace commentaire, ou si éventuellement le vidéaste fait une vidéo, on va dire réaction à sa propre vidéo. Mais en soi, je trouve pas que YouTube, c'est vraiment le lieu le plus adapté pour un débat sur les mémoires. Et ça, je l'ai bien remarqué je reprends l'exemple de ma vidéo avec la rescapée d'Auschwitz, où j'ai dû censurer beaucoup de gens qui commençaient à remettre en question tout ce que cette dame avait vécu, que les camps n'avaient pas existé, que finalement Hitler c'était un gars sûr, des trucs comme ça, quoi. Et comment c'est possible voilà, j'essaye même plus en fait de raisonner avec ces personnes-là qui affirment de telles choses, parce que je pense que j'aurais beau dire quoi que ce soit, en fait, tous les propos que je vais pouvoir énoncer seront retournés contre moi. Donc, alors je pense que cette vidéo est l'une des plus importantes de ma chaîne, parce que plus cette dame parle avec une telle force. La vidéo dure 2 heures, je crois, mais enfin, vous ne les verrez pas passer. C'est assez incroyable. Mais ouais, je ne sais pas comment terminer ma phrase. C'est difficile parce que c'est, même si du coup c'est finalement pas ma vidéo, c'est celle de cette dame qui a juste raconté sa vie. Je me suis pris une vague de violence vraiment négationniste, enfin dans tous les domaines. Avec cette vidéo, j'ai plusieurs fois pensé à supprimer, enfin en tout cas à fermer l'espace commentaire en fait. Parce que, et encore, là j'ai pas encore tout supprimé, mais il en reste encore vraiment limite. Donc voilà, le débat sur YouTube, c'est compliqué, mais c'est important en tout cas pour rappeler ce qui s'est passé, rappeler ce devoir de mémoire en fait. Merci. Même s'il y en a qui n'y sont pas d'accord. Alors peut-être que c'est encore plus compliqué pour ceux qui en parlent volontairement avec beaucoup d'humour. Donc je vais poser la question à Monsieur Connard. Alors, moi je pense que Baptiste a eu un cas effectivement plus compliqué parce qu'il a vraiment abordé la question de la Shoah, qui est clairement une question qui amène voilà, tous les trolls de l'univers, les complotistes, enfin voilà. Je crois que Baptiste, ce jour-là, c'était un petit peu quoi qu'il y ait à cette porte, tenez bon! Il a vu les trolls débarquer. Moi j'ai la chance en fait, comme je parle d'histoire militaire, et d'avoir des militaires qui viennent me voir, d'avoir des gens qui ont vécu des situations dures, qui viennent en parler et en fait qui peuvent donner leur expérience directe par rapport à le distinguo qu'ils font entre ce qu'on raconte avec humour et ce qu'eux ont pu vivre sur le terrain. J'ai eu des mecs qui se sont pris des roquettes, qui sont venus expliquer un petit peu comment ils le vivaient. Et en fait, ils le vivent plutôt bien parce que, en fait, beaucoup de gens qui vivent des expériences difficiles utilisent l'humour noir, souvent comme un exorcisme pour en parler. Et donc, le fait de présenter ça de manière humoristique, ça permet non seulement d'en parler, mais de ne pas forcément l'aborder sous cet angle très... alors évidemment, on est pacifiste, hein, c'est pas la question, mais un angle un peu misérabilisant, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle de Première Guerre mondiale, 90% de ce que je vois sur la Première Guerre mondiale, ça nous présente le poilu comme un type dans sa tranchée, il fait moche, il veut rentrer chez lui, il veut pas faire la guerre, etc., etc. Et quand on croise les sources, on s'aperçoit qu'effectivement, ça représente un courant de pensée très très important de la Première Guerre mondiale, mais qu'il y a d'autres courants de pensée et qu'il y a des mecs qui savent ce qu'ils font là, et évidemment qu'ils veulent que la guerre s'arrête, mais voilà, qui veulent la faire avec panache. Les Irlandais qui vont charger en jouant au ballon. J'ai eu quand même un message du petit-fils d'un des soldats qui m'a écrit pour me dire je suis content de voir qu'on parle de mon grand-père en France. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où on se dit c'est de l'humour, donc on accroche un nouveau public, et tant mieux si, malgré l'humour, on fait comprendre que ça reste sérieux. Là, par exemple, je vais parler de guerre coloniale dans la prochaine vidéo. Donc, on va parler conneries, mais on va quand même parler du fait que, par exemple, en Indochine, il y avait des Indochinois qui n'étaient pas indépendantistes et qui avaient des raisons de ne pas l'être, ce qui ne veut pas dire que pour autant... on va nier qu'il fallait décoloniser. Non, même si j'aurais des trolls en commentaire. Là, je pense que je vais me taper une vague à la Baptiste, mais moindre. Mais voilà, on peut parler de ces choses-là, et c'est plutôt bien reçu par les premiers publics concernés. Et dernier exemple, juste pour conclure, par exemple, je fais attention à ne pas parler de certains personnages, par exemple des héros de guerre nazis. Voilà, ça me dérange un petit peu plus. Et pourtant, j'ai le cas par exemple de Hans Rudel, qui est un nazi qui n'a jamais regretté, donc c'est l'archétype parfait du mec dont tu n'as pas envie de parler. Et pourtant, la préface de son bouquin, elle est de Douglas Bader, qui est quand même un pilote qui avait plus de jambes, un pilote anglais,
et qu'il a connu personnellement et qui a quand même risqué sa vie contre les nazis, et qui dit mais ce mec-là, faut en parler. Et il faut en parler parce que c'est un mec intéressant. Donc il y a vraiment justement ce petit moment où on se dit bah, moi j'ai ma morale du 21e siècle, mais les mecs qui se sont retrouvés au feu face à ces gars-là, ils les considèrent différemment, donc comment se positionner? La question me paraît plus complexe que ça. Mais voilà. Merci. Peut-être pour clôturer ce round de questions, adresser également cette question à Antoine, puisque tu as réalisé une vidéo sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Voilà, donc sujet hautement Ouais, difficile sur Internet à traiter. Personnellement, justement, quand j'ai préparé cette vidéo, déjà, il m'a fallu très longtemps parce que j'ai lu plusieurs bouquins, puis parce que j'ai passé beaucoup de temps. C'est le genre de vidéo que j'ai beaucoup répété sous la douche et aux toilettes avant de la tourner, parce que je voulais être sûr d'avoir le ton juste et de pas dire trop de conneries. Notamment parce que je vois que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens, notamment des militants juifs, qui sont très durement heurtés quand on parle mal de ces sujets, que ce soit le nazisme, que ce soit la Shoah, mais le nazisme plus largement, et qui ont de bonnes raisons d'être très heurtés. Il ne s'agit pas de dire ah là là, c'est des flocons de neige qui supportent rien. Au contraire, je comprends totalement ces raisons, et c'est justement parce que je voulais m'assurer que cette vidéo ne les heurte pas, que je voulais faire les choses proprement. Je pense que la mémoire, justement, c'est important de la bousculer parce que l'histoire et la mémoire sont des choses différentes et que moi je suis historien, pas mémorialiste. Donc mon travail c'est de bousculer la mémoire. Mais je pense pas que ça doit se faire gratuitement juste pour le plaisir d'aller à rebours ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut le faire très proprement. Et là par exemple, moi je traitais en plus des juifs qui ont survécu pendant la Shoah en France. Donc déjà ça ouvre la voie, il faut baliser parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait forcément quelqu'un qui débarque en disant ah bah vous voyez s'il y en a 75% qui ont survécu, c'est que c'était pas si grave. Donc il faut déjà anticiper aussi en préparant la vidéo pour rappeler quand même 25% d'une population qui disparaît en l'espace de 4 ans, c'est pas anodin et c'est rien dont on peut se flatter. Bon, et il y a comme ça un certain nombre de choses qu'il faut baliser en anticipant déjà les réactions des cons. Mais il faut anticiper aussi les douleurs qu'on peut susciter chez des gens qui vont sincèrement les ressentir. Et je crois que c'est très important de baliser là-dessus aussi en se disant, voilà, est-ce que, sachant que à telle personne, ça fait mal, je l'ai vu chez d'autres, est-ce que moi j'ai envie de susciter ce genre de réaction? Et ça doit pas être meublé par la peur de se prendre une shitstorm parce qu'on aurait dit les trucs qu'il faut pas, mais vraiment par la peur de blesser. C'est ça qui doit être décisif et pour moi c'est là que c'est important. Alors que par exemple quand je parle du génocide, enfin quand j'explique qu'il n'y a justement pas de génocide en Vendée, mais juste des crimes de guerre, et quand je parle plus largement de la Révolution française, ça me gêne pas de faire des blagues sur l'exécution de Louis XVI, par exemple, parce que je sais qu'il n'a pas de petits-enfants actuellement qui sont susceptibles de souffrir de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont venus pleurer Louis XVI dans mes commentaires, j'en ai eu. Ou venus hurler sur la Vendée, ainsi de suite. Simplement, je considère que là, on est beaucoup plus déjà dans des postures politiques qui en plus viennent d'un camp qui n'est pas le mien, et donc ça me dérange beaucoup moins de chambouler ces mémoires-là. Donc je crois que c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à ces questions. Merci beaucoup. Justine, si tu as quelque chose à ajouter à ces 3 contributions, déjà avant qu'on passe aux questions du public. Je pense qu'on a un peu fait le tour de cette question-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à ajouter. C'est vrai que sur ça m'a intéressé ce que tu disais, Julien, sur aborder des personnages plus négatifs et la mémoire qu'on en fait. Parce qu'en ce moment, je travaille sur l'histoire des femmes pour une vidéo. Et donc justement un peu plus d'historiographie. Et c'est intéressant aussi au niveau historien, quand on a commencé à faire l'histoire des femmes, c'était beaucoup plus sur des figures considérées comme positives, des figures féministes par exemple, même si l'histoire des femmes, c'est pas l'histoire du féminisme. Et alors que les figures plus négatives, par exemple les femmes qui ont participé à la collaboration ou les violences des femmes, c'est venu après, dans un second temps. Donc, parce qu'au début, on n'avait pas forcément envie de s'y intéresser, on n'avait pas le bagage peut-être pour s'y intéresser. Mais je pense que justement, il faut, en tant qu'historien, on n'est pas... Voilà, il faut qu'on s'intéresse à tous les sujets, et pas seulement aux sujets qui nous semblent bien. Merci beaucoup. On va commencer avec les questions du public et d'abord donner la parole à Thomas, si tu veux poser ta question directement à l'oral. Juste que je remonte sur la question parce que je crois que j'en ai posé plusieurs. Ah oui, c'est pour les professeurs. Alors, en exercice,
Est-ce que vos élèves vous ont déjà parlé de vos vidéos en classe ou est-ce que vous avez déjà réutilisé certaines de vos vidéos comme support de cours? Alors, qui souhaite prendre la parole en Bon, premier? moi, je peux commencer si vous voulez. Pour ma part, je parle jamais de mes vidéos parce que c'est hors programme, tout simplement. Ça fait pas partie de ce qu'on est censé étudier. Donc, les élèves, forcément, même quand ils ne connaissent pas, ils voient qu'ils ont un cornabas ou je ne sais quoi dans leur prof. Souvent, ils googlent leur nom pour voir ce qu'il y a des trucs à savoir sur leur prof. Donc, moi, ils me trouvent en général 2 jours après la rentrée, ils savent que je suis youtubeur. Mais en soi, moi, je parle jamais de ce que je fais en fait sur mes vidéos. Donc ils me disent est-ce qu'on peut passer dans une de vos vidéos? Je dis bah non, de base, parce que de toute façon, j'ai pas le droit de les filmer, de toute façon, légalement. Donc voilà, donc non, je leur en parle pas. Alors il y en a qui me disent quand je sors une nouvelle vidéo qu'ils ont pas aimé, je dis merci. Et puis là, on enchaîne sur le cours. Voilà, donc, mais non, c'est pas un support, parce que comme dit, c'est trop précis ou hors programme. Et en plus, surtout que j'ai beaucoup de troisième, donc on a un programme à terminer. Je suis déjà en retard, comme tout bon prof d'histoire. Donc du coup, j'ai pas le temps de faire regarder des vidéos, de toute façon. Donc, on va zapper l'éducation civique. C'est plus l'éducation civique, c'est l'enseignement moral et civique maintenant. Merci. Justine, peut-être sur cette question? Oui, moi, c'était pareil. En plus, comme je suis médiéviste, le programme d'histoire médiévale est assez court, que ce soit au collège ou au lycée. Donc, moi, quand j'avais des élèves, je leur en parlais souvent en fin d'année. Voilà, une fois que je les connaissais un peu, eux ne googlaient pas mon nom, ou en tout cas, ils n'étaient pas assez doués pour trouver mes vidéos. Et donc, c'était plutôt en fin d'année, quand l'occasion se présentait, je disais, d'ailleurs, je fais des vidéos, dans les moments où on est un peu plus détendu face aux élèves, où le programme commence à se relâcher un peu. Et souvent, la réception était très bonne. Et voilà, pareil, certains me disaient, ah, j'ai vu votre vidéo, madame, c'était bien. Mais j'ai jamais eu envie de les utiliser ou de les inciter à regarder parce que pareil, c'est hors programme de toute façon. D'accord. Julien, Antoine? Moi, alors ça a été très particulier parce que j'étais très discret quand j'enseignais en TD sur ça. J'avais un peu peur de la réaction des collègues et puis ma chaîne était encore en train de balbutier. Et puis ma dernière année, juste 2 semaines ou 3 semaines après le début du semestre, j'ai participé à l'initiative On vaut mieux que ça, où on a appelé à beaucoup de témoignages par rapport à la loi travail. On a appelé à beaucoup de témoignages sur la souffrance au travail. Et la vidéo a été très, 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 très vue. Et donc moi qui avais jusque-là une chaîne à 2000 abonnés, il était totalement improbable que des étudiants voient ma tête et fassent le lien. Là, d'un coup, il s'est trouvé que la vidéo a été diffusée sur les chaînes d'infos en continu et tout ça. Donc, quand je suis arrivé le mardi en cours, j'ai forcément eu des étudiants qui m'ont sauté dessus en disant « Ah, monsieur, c'est vrai que vous avez une chaîne YouTube et que vous connaissez ci et que vous connaissez ça. » Bon, mais ensuite, on a très peu parlé de ça. Par contre, j'ai depuis le retour que beaucoup de profs de fac conseillent mes vidéos en complément, notamment celle sur la Révolution française, en complément d'un cours sur la Révolution. Mais je pense qu'en dessous de la fac, c'est pas du tout utilisable, moi, ce que je fais. Julien, alors, tu as raccroché pour le coup, mais est-ce que tu as Ouais. encore des échos de tes vidéos de la part d'élèves, d'étudiants? Alors, moi, j'ai commencé mes vidéos après avoir été prof. Voilà, j'ai raccroché mes revolvers assez tôt à l'éducation nationale. Personnellement, je suis parti en brûlant tout derrière moi, mais je pense que tous les profs ici ont un jour eu envie de brûler quelqu'un à l'éducation nationale, mais c'est normal. Non, par contre, le grand paradoxe, c'est que moi, je me sers de mes vidéos pour autre chose, parce qu'il m'arrive parfois, je suis escroc de profession, d'intervenir dans des facs de marketing. Et j'utilise mes vidéos sur un autre point parce que quelqu'un dans le chat évoquera peut-être sa question plus tard. Il y avait comment commencer sur YouTube. Et ma première vidéo, je l'ai faite devant mes élèves pour montrer une démonstration de à quelle heure poster un sujet et comment faire pour que les gens mettent une vidéo discrètement au boulot. Donc j'ai fait une vidéo sans son pour pouvoir être regardé sans casque au boulot, sans se faire gueuler. Voilà, ça a marché. L'escroquerie jusqu'au bout, c'est ma spécialité. Très pratique, effectivement, les vidéos sans le son. Avec les petits cartons, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Guillaume, peut-être si tu veux poser ta question. Alors moi, de souvenir, il y en avait 2, donc tu peux faire d'une pierre deux coups si tu veux. Oui, bonjour à tous déjà, bonsoir. Alors, moi j'avais 2 questions, mais parce que je suis enseignant aussi, mais que penser justement des enseignants qui se mettent à faire leurs cours sur YouTube dans le sens d'une classe semi-inversée, parce que je sais par exemple que Baptiste a une chaîne qui s'appelle Ça parle histoire, c'est une chaîne secondaire qui s'axe plus sur ses élèves. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'utiliser la plateforme pour
bah, du coup, finalement, sortir les connaissances de la classe, que les élèves puissent les adopter. Parce qu'on entendait Isteni tout à l'heure qui parlait des cours qui se faisaient en heures un peu obligatoires et puis qu'on ne pouvait pas sortir, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui se tournent vers YouTube. Et puis ma deuxième question, comme ça je fais, c'est justement pour débuter sur YouTube, pour se faire une place maintenant. On a l'impression avec tout ce qu'on voit, sans manquer de respect hein, évidemment, mais qu'il n'y a plus tellement de place pour des débutants quand on connaît tous les grands pontes et que ce soit sur tous les domaines de la vulgarisation historique. Voilà. Ouais, du coup, je vais répondre, comme c'est une question qui m'était adressée principalement. Alors, ma chaîne secondaire, en fait, c'était pas du tout dans l'optique de faire de la classe inversée. Alors après, si des enseignants veulent l'utiliser dans ce but, franchement, bah, pourquoi pas. En fait, c'était vraiment à la base pour mes élèves. C'était des révisions de mes propres cours pour les aider dans leur propre révision, dans le but de les préparer au mieux à l'évaluation finale. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Donc, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à la pédagogie de la classe inversée dans le cadre de cette chaîne secondaire. Voilà. Et sinon, je pense que Julien avait envie de répondre à la deuxième question. Ouais, là, je suis chaud patate sur commencer pour YouTube. Si, il y a de la place. En fait, juste pour l'anecdote, il y a des années, moi, j'ai commencé avec un blog qui parlait cinéma, donc le truc qui n'a rien à voir. Et il y avait déjà des milliers de blogs qui parlaient cinéma. Et si j'ai réussi à sortir du lot, parce que maintenant, c'est quand même mon métier, c'est juste qu'il faut toujours se poser la question, que font les autres et qu'est-ce que je peux faire? C'est pas la peine de copier ce que fait quelqu'un. Alors là, justement, parce que Baptiste m'a passé la parole, mais... comment dire? Je ne sais pas si tu te souviens, Baptiste, un jour on s'est retrouvé sur un salon et il y avait un clone de Stéphane Bern. Oui. Bon, voilà. Et ben, je suis pas sûr qu'il apportait grand-chose, ce garçon, en soi. Et il faisait même des vidéos qui, moi, m'ont mis super mal à l'aise. Bon. Bah, c'était du Stéphane Bern plus jeune. C'était Stéphane Bern plus jeune, exactement. Mais c'était particulier, toute une histoire. Et le problème, c'est justement là, c'est que faut pas copier quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, là, au départ, je me pose la question du faut-il faire du face caméra. J'ai choisi de ne pas en faire parce que beaucoup de gens en font et sont à l'aise. Voilà, moi, j'en ai pas envie. C'est une question à se poser. Est-ce que vous avez envie de faire du face caméra? Est-ce que vous avez une spécialité? Est-ce que vous avez une manière d'aborder les choses qui peut intéresser? Tout à l'heure, justement, Justine parlait de l'histoire des femmes. Quelqu'un de spécialisé là-dedans, demain, peut faire une chaîne justement très intéressante qui parle des figures dont on ne parle pas, parce que moi, j'avoue que 150 vidéos sur Rosa Parks, c'est cool, hein, mais j'aimerais bien qu'on parle d'autres figures féminines qui ont fait l'histoire, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, je crois que c'est vraiment la question du qu'est-ce qu'on peut apporter et comment on peut le faire. Si vous avez quelque chose, il y a de la place. En fait, il y a toujours de la place quand on a de la créativité. C'est ça, et puis là on dit que, j'ai entendu plusieurs fois qu'il n'y avait plus de place, mais c'est complètement faux, parce que même là on voit, là, il y a quelques temps, il y a des petites chaînes YouTube d'histoire qui ont grimpé de manière assez impressionnante, comme je pense notamment il y a Entrée en lice qui a beaucoup grandi ces derniers temps, ou même une chaîne spécialisée sur l'histoire de l'islam, et je la trouve vachement intéressante, à Averroès, si je dis pas de bêtises aussi. Enfin bref, il y a la place, donc venez. Oui, puis au-delà de ça, l'audimat n'est pas forcément le seul facteur. Je pense qu'on peut aussi viser un public beaucoup plus de niche, parce qu'on sait faire ça ou parce que, par exemple, on est passionné par un sujet très spécifique. Moi, une de mes chaînes préférées là en termes d'histoire sur YouTube, c'est une chaîne très peu connue, je pense qu'il a moins de 2000 abonnés. Ça s'appelle Carnet tchèque, c'est sur l'histoire de la République tchèque. Et je trouve ça fascinant parce que justement, il me fait découvrir des trucs que je n'aurais sûrement jamais été chercher. Et donc, je pense que c'est ça qui est important aussi. Utilisez vos passions. Il y a toujours de la place pour des gens passionnés sur YouTube. Et même s'il n'y a que 10 personnes qui voient votre vidéo, c'est déjà peut-être 10 personnes à qui ça aura fait plaisir. Après, par contre, si vous voulez vivre de YouTube, là, effectivement, peut-être qu'un secteur où il s'agit de vivre de YouTube avec la monétisation en faisant de l'histoire, à mon avis, c'est déjà beaucoup plus bouché. Mais là aussi, un public de cible, ça peut être l'occasion peut-être de trouver des gens qui seront plus prêts à vous aider, vous. Donc, vous n'aurez pas les soutiens de la pub, mais vous aurez peut-être plus facilement des dons. Donc, je pense qu'il faut surtout réfléchir à ce que vous avez envie de faire et tant pis pour le reste, quoi. Oui, de toute façon, très peu vivent de YouTube. Maintenant, même des grosses chaînes. Quand vous créez votre chaîne, déjà, il ne faut pas vous dire je veux créer une chaîne qui aura autant d'audience que Nota Bene, parce que ce n'est pas le but. C'est pas le but qu'il faut se fixer dans tous les cas. C'est avant tout se faire plaisir à un public.
Et effectivement, j'ai l'impression que quand même, pour ce qui est d'atteindre des centaines de milliers d'abonnés, là, il y a quand même eu une... Enfin, ça, c'est mon ressenti, et c'est pas du tout amer envers ceux qui ont commencé avant moi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période où vraiment les youtubeurs qui se sont lancés ont gagné beaucoup d'audience parce qu'il n'y avait pas encore grand monde. Et ceux qui arrivent un peu après, j'ai l'impression, de ce que j'ai observé, gagnent quand même moins d'abonnés que les tout premiers. Voilà, ça c'est un fait, c'est pas une critique envers les premiers ni envers les suivants. Donc, je sais plus ce que je voulais dire ensuite. Et du coup, ce qu'il faut chercher, oui, donc c'est à se faire plaisir. Et j'ai perdu la fin de ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, ce que je disais, c'est que même ces gros youtubeurs ne vivent pas uniquement de leur chaîne en général. Maintenant, la monétisation, ça marche de moins en moins. Donc, il y a des partenariats ou des vidéos qui sont faites pour, voilà, qui sont des commandes parfois. Mais vivre uniquement de la monétisation YouTube, ça, c'est un mythe de toute façon, de plus en plus. Merci. Alors, on a pas mal de questions. N'hésitez pas à continuer à en poser parce qu'on a le temps pour y répondre. Et notamment une question de Lucas. Alors, on parlait de monétisation et de chaînes historiques à succès. Lucas, je te laisse poser ta question par rapport à Nota Bene. Oui, alors je suppose que c'est à moi que on faisait référence. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Stony justement sur ce live, enfin cette interview de Christophe Fauvel par Nota Bene. Et je voulais savoir quels sont les rapports, selon vous, entre les vulgarisateurs historiques et l'université et le monde de la recherche. Est-ce que, donc, de manière générale, hein, au-delà du cas de cette interview, est-ce que, de manière générale, vous avez l'impression que c'est deux sphères qui s'ignorent, voire qu'il y a, je sais pas, de la méfiance, ou au contraire, est-ce que vous sentez qu'il y a des rapprochements et des ponts qui se mettent en place? Vu que je suis mentionné dans la question, je prends la liberté de commencer. Je crois que les ponts, ils sont de plus en plus nombreux. Déjà parce que justement, on parlait de Benjamin qui de plus en plus invite des universitaires à coécrire ses vidéos, en tout cas à les relire, et je pense qu'il y a de plus en plus de vidéastes qui font ça, donc déjà ça c'est quand même un pont important. Et puis moi, c'est vrai que j'ai été très surpris de voir les retours positifs que j'ai eus d'universitaires, parce que j'ai toujours été pris d'un gros syndrome de l'imposteur et je me suis toujours dit mon Dieu, le jour où les collègues vont voir ça, ils vont me défoncer parce qu'ils vont se dire que c'est nul. Et j'ai eu la surprise un jour de recevoir un mail notamment d'Hervé Levers, qui était le président de la Société des études robespierristes et qui était une de mes références sur Robespierre, qui m'invitait à un de leurs congrès pour parler de la série sur la Révolution que j'avais faite. Et là, pour moi, c'était un peu la consécration parce que je me disais, mince, finalement, c'était pas si nul ce que j'ai fait. Et je vois petit à petit là qu'il y a effectivement un intérêt de plus en plus grand quand même pour les universitaires, des universitaires pour ce milieu-là. Après, le problème, c'est toujours le même, c'est comment on peut mettre un universitaire sur YouTube. Et ça, c'est jamais simple parce que la simple figure de l'universitaire, ça effraie quand même un peu le public. Donc c'est pour ça que quand Ben interview François-Xavier Fauvel, il sert de passe-plat, il sert d'introduction, alors que si François-Xavier Fauvel ouvre sa chaîne, bon là, ça reste tout seul. Mais enfin, je vois par exemple Quentin de Sur-le-Champ qui a interviewé Hervé Drévillon et c'était extraordinaire. Et il a réussi à faire à la fois une petite vidéo où il y a des extraits de l'interview et où donc du coup c'est son format à lui avec des morceaux d'Hervé Drévillon dedans, sans cannibalisme. Et ensuite, il a posté aussi l'interview complète. Et ça, je trouve que c'est un truc génial qu'on a sur YouTube, c'est qu'on n'a pas de limitation de temps comme à la télé. On peut faire parler des historiens en leur donnant le temps, et ça, c'est extraordinaire. Merci. Je compléterai peut-être avec une question assez similaire de Dounis qui pose la question: quel est l'accueil des historiens à ce genre de contenu? Est-ce que c'est plutôt bienveillant, méfiant? Voilà, ça complète un petit peu la question. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres d'entre vous qui souhaiteraient intervenir? Moi, j'avais bien envie d'intervenir aussi. Bien sûr. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu voir des universitaires avec qui j'ai été en contact depuis que je crée ma chaîne, l'accueil a toujours été bienveillant et curieux. Donc, j'ai eu plusieurs expériences. Par exemple, j'ai fait partie de l'association des profs d'histoire-géographie, et pour eux, j'ai organisé quelques cafés culturels, donc avec des universitaires qui ne connaissent pas forcément ma chaîne, et dont un café justement où là c'était inversé, c'était une universitaire qui moi m'interviewait pour parler de ma chaîne.
Et à chaque fois, ils ont été très intéressés par ce format, dont ils considéraient que c'était un format nouveau et tout aussi et tout à fait valable. Voilà, j'étais pas vue comme la petite youtubeuse, mais comme quelqu'un qui faisait de l'histoire autrement. Et là, cette année, parce que j'ai sorti un livre aussi via ma chaîne, donc j'ai été invitée au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est le gros rendez-vous des historiens. Et pareil, j'ai trouvé que l'accueil était très bon, très intéressé par ce qui se passe, parce que c'est pas forcément quelque chose, comme tu parlais de syndrome de l'imposteur, je pense que parfois il va peut-être dans les deux sens et que certains universitaires ne sont pas forcément ne sont pas trop capables d'aller sur YouTube, de faire des vidéos. Et donc, justement, ça les intéresse de voir que certaines personnes font ça aussi à côté, quoi. Et permettent de faire connaître leurs travaux à eux, justement, aussi. Je me permets de rebondir aussi, du coup, parce que moi, j'ai eu les deux aspects de la raquette, donc côté rouge et côté bleu. En fait, si moi, en général, donc comme Justine, quand j'ai eu à faire des universitaires, en fait, c'était vraiment bienveillant, voilà, gentil. C'est oh, tiens, je connais pas, bah, j'ai envie de découvrir. J'ai aussi eu le cas, donc j'avais fait une vidéo sur la gare du Nord, donc en collaboration avec la SNCF, et puis il y a le grand historien du chemin de fer français, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui m'a aidé du coup à rédiger le script et qui l'a détesté, mais pas du tout sur le fond. En fait, c'était sur la forme. Il trouvait ça, c'était indigne de son savoir. Voilà, et il détestait ce que j'avais fait. Et au final, en fait, après, il a regardé la vidéo parce qu'elle avait quand même été validée. Et bah, il est revenu avec tout un mail long, très très long d'excuses, comme quoi c'était vraiment, vraiment cool et qu'il était très heureux d'avoir découvert tout ça. Mais en fait, donc il y a vraiment certains historiens qui sont imperméables. Clive Lamming, je crois, donc l'historien en question, qui a rédigé des livres très très intéressants sur le chemin de fer français, que je vous invite à découvrir d'ailleurs, qui a une collection d'images aussi assez impressionnante. Et du coup, voilà, avec un peu de douceur, on peut arriver à faire découvrir du coup notre métier de vidéaste. Et bah, d'un autre côté, je trouve que, bah, comme le disait Antoine tout à l'heure, on a de plus en plus d'universitaires et d'historiens qui s'intéressent du coup à cette plateforme, ce format, au point que, bah, comme je le disais aussi, moi aussi, je travaille avec bah, un historien pour la plupart de mes dernières vidéos, depuis plus d'1 an. D'ailleurs, merci à Justin qui est dans les spectateurs, qui rédige la plupart des dernières vidéos, donc docteur en histoire contemporaine, donc qui valide scientifiquement aussi tout ce que je peux dire dans mes vidéos. Julien, peut-être pour conclure, ça parle de SNCF. Oui, qui est ma grande passion, la SNCF, puisque si je grimpe dans un train, il est en retard. C'est pas la faute de la SNCF, c'est juste que j'ai des super pouvoirs. Non, juste pour l'anecdote, alors c'est pareil. Moi, j'ai eu une très bonne réception de la part alors c'est pas directement des universités, mais des musées, et des musées, des lieux de mémoire, où il y a des invitations et autres. J'ai été invité à des cérémonies ou même à des diffusions, bah, justement, devant des universitaires et des vétérans. Donc ça fait toujours un peu bizarre, surtout quand on fait des blagues à base de prout dans ces vidéos, on est un peu là genre, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Donc, syndrome de l'imposteur x2. Et puis, ensuite, universitaire, c'est pas non plus un truc sacré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai vu des gens clasher nota bene pour des raisons politiques, assez souvent. Et j'ai aussi vu des universitaires sortir des thèses un peu daubées. J'en ai même vu attaquer des vidéos sur des trucs un peu daubés, y compris de par chez moi, alors qu'en fait, on s'est aperçu en creusant que ils avaient refusé certaines sources, volontairement, voilà, parce que politiquement, il y avait des choses. Donc c'est là qu'on touche à d'autres débats, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais où quelqu'un qui fait du bon travail avec de bonnes sources, alors après, évidemment, une bonne formation d'historien aide, mais un vrai passionné avec des vraies archives peut faire quelque chose de très très bien, et quelqu'un avec une bonne formation, mais mal intentionné, peut aussi faire des choses très mauvaises. Donc il ne faut pas oublier qu'un diplôme, ça n'a rien de sacré. La vérité derrière tout ça, ça reste avant tout le sérieux de la personne et puis sa bonne foi. Donc deux choses qui ne vont pas toujours de pair. Donc à voir, voilà. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Sylvain, je crois qu'il y avait encore que vous aviez une question, si vous m'y posez. C'est maintenant. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend bien. Tout va bien.
Parfait. Ça s'adresse plutôt par rapport à l'évolution de la plateforme. C'est-à-dire que vous êtes tous sur YouTube. Comme il a été évoqué avec Nota Bene, il a fait quelques passages sur Twitch. Mais je pense plus précisément à YouTube, qui est une plateforme qui évolue, je veux dire, un petit peu constamment et qui voit se développer en fait le pouvoir des annonceurs en fait sur certaines vidéos, notamment en pouvant les démonétiser. Un peu, je ne veux pas dire comme ça leur chante. Et du coup, je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ça, mais aussi par rapport au fait que sur les vidéos, on peut avoir des annonces qui ne sont pas forcément souhaitées, comme ça avait été le cas avec Nota Bene qu'il avait évoqué par rapport à des publicités un petit peu révisionnistes de l'histoire du gouvernement polonais. Et du coup, je voulais savoir tout simplement quel était votre point de vue par rapport à cela. Merci beaucoup. Je me permets peut-être. Allez-y. Souvent, il m'arrive d'enseigner des choses en cours sur YouTube. Tout à l'heure, on a évoqué la monétisation. Bon, j'ai un seul conseil à donner, hein, n'essayez même pas. Et je pense que les gens qui vivent de monétisation sur YouTube, ou en tout cas qui touchent en partie de la monétisation, vont pleurer très très fort ces prochains temps. Voilà, j'annonce, c'est enregistré, on pourra se rediffuser cette vidéo plus tard. Voilà, donc, bon, personnellement, j'en vis. Hein, je suis plus prof et je vis de mes créations, pas seulement de YouTube, mais voilà. La monétisation, c'est un choix déjà. Est-ce qu'on veut une pub avant sa vidéo? Par exemple, si on parle de la Shoah, on n'a peut-être pas envie que quelqu'un vende des machines à laver où on dise « Eh bien, vous avez été exterminé, très bien, mais connaissez-vous NordVPN ?» Bon, voilà. À un moment, il faut arrêter de déconner aussi. Donc, il faut se positionner d'un point de vue éthique. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, YouTube fait les règles, mais je pense qu'il ne faut pas mettre non plus tous les œufs dans le même panier. Par exemple, on peut poster ses vidéos aussi sur Facebook. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours beaucoup mieux, hein, mais il faut varier un petit peu. Et la plateforme, plus vous lui donnez les clés, plus vous dépendez d'elle, plus vous lui dites ma vie va dépendre de toi, plus elle aura de pouvoir sur vous. Donc vraiment, le vrai conseil à donner, c'est YouTube, c'est une société. Donnez pas les clés de votre vie à une société privée qui peut changer des règles à tout moment et sans votre signature. Donc quand on parle d'histoire, il y a une question éthique. Et quand on parle de YouTube, qu'importe le contenu que vous faites, il y a simplement des questions stratégiques et commerciales qui aujourd'hui me paraissent extrêmement risquées. Donc moi j'ai déjà accepté des sponsors quand ça touchait à mon sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un livre sur une espionne à Lille. Moi je ferai une vidéo sur une espionne à Lille et à la fin on parlera du livre, voilà. Mais jamais je vends des machines à laver et j'ai refusé toute monétisation. Voilà. Après chacun ses choix, mais franchement s'il y en a qui font de la monétisation, n'en dépendez pas. Voilà. C'est mon seul conseil dans les médias. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite répondre? Justine, Baptiste, Antoine? Oui, je peux. Moi, je monétise, par exemple, mais en sachant que la plupart des gens utilisent des bloqueurs de pub et que même moi, j'en utilise. Et du coup, c'est très bien comme ça, quoi. Je veux dire, la monétisation existe. Elle ne rapporte pas des masses du tout. Jamais j'irai me dire que je vais me mettre à vivre de ça. Et pareil pour les sponsorisations, enfin les partenariats, les seuls que j'ai faits, c'était parce que ça, je trouve ça beaucoup plus invasif, un partenariat donc qui est dans la vidéo et qui va parler de quelque chose qui n'a rien à voir, de NordVPN ou de machine à laver. Du coup, moi, j'ai pas fait. Les seuls partenariats que j'ai fait, c'était avec des choses qui étaient en rapport avec ma chaîne, donc une box de cuisine médiévale, par exemple. Enfin voilà, ça me parlait un peu plus. Et après, pareil, je vais pas critiquer ceux qui font ça parce que l'argent, on en a besoin pour vivre. Donc chacun fait comme il veut. Mais avec les évolutions de YouTube, de plus en plus, oui, il vaut mieux pas tout miser sur le même cheval et pas essayer, voilà, pas se limiter à ça. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, qui était super important. Mais le problème, c'est justement que ces plateformes ont déjà beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a très bien vu que, par exemple, ceux qui ont voulu déplacer leurs vidéos de YouTube vers Dailymotion, même quand ils avaient une grosse audience à la base, comme Karine Debache, qui avait une énorme réputation et tout ça, on voit très vite les limites du truc. Et au final, il y a d'autres gens qui réuploadent leurs vidéos sur YouTube pour que ça soit plus vu. Donc on est quand même très prisonnier de ça. Donc moi je mets mes vidéos ailleurs, par exemple j'ai quelqu'un qui les met sur Peertube, bon, mais je sais très bien que si ça n'est plus sur YouTube, quasiment personne n'ira le voir. Et je pense qu'on est tous dans cette situation-là. On voit aussi que par exemple Facebook choisit quel contenu mettre en avant de façon totalement arbitraire, et donc faire la promotion de quelque chose sur Facebook sans y mettre de l'argent, c'est impossible.
Twitter tourne de plus en plus dans ce sens-là aussi, mais il y a peut-être plus de moyens quand même de garder un public, mais bon, c'est pas toujours simple. Donc moi, je pense aussi qu'il faut se donner des outils alternatifs. Là, par exemple, j'ai créé une newsletter, ce qui est un truc antique en soi, mais mine de rien, en fait, acquérir un petit noyau d'audience là en 2 mois, et juste en ayant parlé à la fin d'une vidéo, j'ai quand même 500 personnes qui se sont abonnées, et ça fait 500 personnes dont au moins je contrôle beaucoup plus facilement les contacts qu'ils ont avec moi, parce qu'il n'y a aucune plateforme pour servir d'intermédiaire et pour dire toi tu verras ce qu'il a à te proposer, et toi par contre je considère que tu n'as pas besoin de le voir. Et enfin je sais pas vous autres, mais moi je vois bien que j'ai peut-être le 5e de mes abonnés qui reçoit une notification vers les vidéos que je sors. Donc c'est bien qu'à un moment, il y a YouTube qui décide qu'il y en a certains qui n'ont pas besoin de savoir qu'on a sorti un nouveau contenu, et sans donner la recette. Donc je pense qu'on a besoin aussi de reprendre le contrôle de nos audiences, quoi. Pour ma part, du coup, je fais partie de ceux qui ont fait des partenariats avec des sociétés qui n'avaient rien à voir avec mes vidéos, NordVPN, Red Shadow Legends, tout ça. En fait, et puis donc ma chaîne est monétisée. En fait, donc dès le début, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2014, je me rappelle même pas avoir eu le choix de monétiser ou pas ma chaîne, j'avoue. Et si maintenant je fais ce genre de partenariat, donc c'est pas systématique, si je fais ce genre de partenariat, c'est que en plus déjà maintenant j'ai des historiens qui m'aident à préparer les vidéos. Ces gens-là, il faut les payer. C'est pas un travail qui se fait gratuitement. Et ça, on s'était mis d'accord avec ma femme que tout ce que je peux faire avec YouTube, ça sera pas, comment dire, ça va pas utiliser le salaire que j'ai en tant qu'enseignant. Donc du coup, c'est-à-dire que ce que je fais pour YouTube, tout mon matériel, tout mon studio, c'est YouTube qui doit le payer. Je dois pas amputer notre salaire commun. Et du coup, c'est pour ça que moi je continue de monétiser, pardon, que je fais des partenariats, parce que du coup, ça fait en sorte que je continue d'avoir du bon matériel. Ça fait que là, j'ai des problèmes de son dans ma dernière vidéo, il faut que je change le micro, qui je ne sais pas pourquoi bug. Bon, en fait, ça fait vivre la chaîne, tout simplement. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problème d'éthique du moment que c'est pleinement accepté. Il y a un autre problème, je trouve aussi, par rapport à YouTube et à sa gestion. Donc, on parlait des vidéos où il n'y a pas forcément de notification. Et il y a aussi, YouTube choisit un peu les sujets qui peuvent être monétisés ou pas. Ça, on n'en a pas encore parlé. Mais voilà, si on commence à parler de la guerre, voilà, tout ce qui a rapport aussi à la sexualité et aux femmes, parfois. Moi, la seule fois où j'ai été démonétisée, mais où finalement ils ont accepté ensuite de le remettre, c'était parce que je parlais de Martha Desrumeaux, qui était une syndicaliste, communiste, résistante. Et je sais pas, peut-être ces mots-là, ça leur a fait peur dans les hashtags, là, enfin les mots-clés. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont déjà eu des vidéos démonétisées parce que les sujets étaient considérés comme sensibles, et que du coup, les annonceurs n'ont pas envie de se retrouver au début d'une vidéo au sujet sensible. Et ça, c'est un vrai problème parce que justement, on l'a dit, il faut essayer de vivre le moins possible, enfin de se reposer le moins possible là-dessus. Mais quand tu crées un contenu, tu as quand même, et que tu as l'habitude de recevoir une petite somme par rapport à ce contenu, tu n'as pas envie que tout ton travail tombe à l'eau parce que ta vidéo est démonétisée pour ces raisons-là, quoi, qui sont totalement arbitraires et qui ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est vrai que je me prends comme exemple, désolé Julien, j'ai parlé juste avant toi. Pour ma part, par exemple, la moitié de mes vidéos sont démonétisées, et donc avec aucun espoir de pouvoir regagner de l'argent avec. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Et pendant longtemps, alors je crois que c'est plus vrai, mais pendant longtemps, en fait, le fait qu'une vidéo soit monétisée était gage d'une visibilité plus élevée. Alors apparemment, ce n'est plus vrai, mais là, du coup, comme je ne suis pas dans les arcanes de YouTube, je ne saurais le dire. Mais je sais que pendant longtemps, ça a été le cas. Julia. C'est juste là-dessus, du coup. Oui, pardon, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand j'étais allée, il y avait une femme qui travaillait chez YouTube qui était venue à Frames, au festival de Frames, donc de festival de vidéastes, et qui avait admis à demi-mot, à travers les questions qu'on lui posait, qu'effectivement la monétisation donnait une meilleure visibilité. Mais ça, c'était il y a 2-3 ans, donc peut-être que ça a changé depuis. Voilà, on n'est pas dans les secrets de l'algorithme, mais on sait en tout cas qu'effectivement ça a joué et que ça pourrait potentiellement continuer à jouer. Après, sur la question éthique que Baptiste a abordée, justement, c'est pareil, Nota Bene aussi, par exemple, fait des partenariats. Moi, je trouve ça chouette quand au moins c'est annoncé et c'est dit. Par exemple,
même le joueur du grenier, sur des sujets beaucoup moins sensibles, au moins dit, bah voilà, il faut bien que je vive, je fais des pubs et très bien. Bon, bah il n'y a pas de problème avec ça quand tout est assumé. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, bah, très clairement, va dégager des vidéos qui ne lui plaisent pas, va les mettre en arrière en fonction de son algorithme. Le mot-clé guerre suffit à faire reculer un peu tout le monde, parce qu'effectivement, voilà, c'est des sujets considérés comme sensibles de base. A raison, peut-être. Ensuite, la question du est-ce que ça va rapporter du pognon? YouTube n'est pas idiot, il va mettre en avant des vidéos qui lui rapportent du fric. Mettre en avant des vidéos qui ne rapportent rien, ça n'a que peu d'intérêt. Mais après, c'est là qu'on voit des choses absurdes. Par exemple, moi, j'ai moins d'abonnés que d'autres youtubeurs et j'ai des vidéos qui ont fait 1 million de vues entre Facebook et YouTube, alors que théoriquement, vu le nombre d'abonnés, je devrais en avoir moins que ces gens-là qui en ont plus que moi. Donc quand on regarde la moyenne des vidéos, on s'aperçoit que l'algorithme de YouTube, en fait, c'est lui qui nous tient. Et c'est lui qui choisit énormément de choses. Donc derrière, on a beau répéter « mets la cloche et le pouce bleu », bon, on reste prisonnier d'une boîte privée et de ses règles et qu'elle se permet de changer n'importe quand. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. Et c'est pour ça que c'est dommage que ce qu'on avait en France, genre Dailymotion, ce soit un peu devenu un truc complètement un dinosaure, hein, clairement, avec un moteur de recherche tout foireux et tu mets 5 plombes à charger ta vidéo. Enfin, c'est dommage, on avait un truc et puis on l'a pourri, on est fort. Ouais, tu dis que c'est dommage, mais d'un autre côté, ça reste une boîte privée aussi, donc ils feraient sans doute la même chose que Google s'ils étaient à leur place. Ouais, mais j'aurais moins aller pour aller chier devant leur porte, si tu veux. Donc, Alors, je vois que ça tire au bazooka avec beaucoup d'enthousiasme sur Dailymotion dans les commentaires. Peut-être encore une question à vous poser avant de revenir aux questions du public. Mais dans vos différents contenus, on voit que vous aimez à chaque fois traiter ou évoquer les supports vidéo qui sont populaires aussi, hors YouTube, notamment les films, les jeux vidéo, la télévision. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'influence de ces supports sur notre perception des conflits du XXe siècle, sur la mémoire aussi de manière générale? Pour la peine, je reviens en force. Non, en fait, c'est un super outil comme marchepied, parce que par exemple, en jeu vidéo, on pourrait évoquer Assassin's Creed, qui longtemps, bon plus maintenant, hein, mais s'est targué d'une réalité historique, voilà, de visiter les villes et autres. Bon. C'est imparfait Assassin's Creed, mais moi j'ai une classe, quand j'ai commencé, qui était une classe d'élèves renvoyés des autres établissements, donc autrement dit des élèves charmants, n'est-ce pas? Le jogging était obligatoire en classe. Mais ces élèves, ils jouaient à Assassin's Creed, et mine de rien, ils avaient une petite base historique sur certains sujets, donc c'était un bon point de départ pour parler de certaines choses. Et ensuite, sur les films, c'est pareil, même si c'est très con, même si on les envoie regarder, enfin s'ils ont vu Fury, s'ils ont vu des choses du genre, on peut dire, bon, vous avez vu ce film-là? Oui, et en partant de là, on peut évoquer quelque chose. Moi, j'ai commencé une vidéo avec le Captain America français, avec Albert Roche. Voilà, il faut partir d'un truc qu'ils connaissent pour une espèce de base un peu... Enfin, je trouve ça assez efficace, et ensuite, on tire vers le sujet qui nous intéresse en déroulant à partir de là. Maintenant, effectivement, la réalité historique dans les fictions, bon, déjà, j'ai arrêté d'espérer une réalité historique dans les fictions françaises. Dans les fictions américaines, bon, Band of Brothers, peut-être les 30 premières minutes de FOCL Sadarian, peut-être. Voilà, mais sinon, on a quand même un sérieux problème. Mais encore une fois, c'est du divertissement. Peut-on utiliser un divertissement comme marchepied? Ben oui, hein, moi j'ai une chaîne de vulgarisation. J'estime que le cinéma peut aussi faire de la vulgarisation, tant qu'il ne se présente pas comme pompeusement extrêmement précis alors qu'il ne l'est pas. Voilà. Après, ne me lancez pas dessus. Moi, c'est le cinéma et je m'énerve très vite. Donc, je vais passer la parole, sinon ça va durer 1 heure. Passons la parole. À qui veut bien la prendre? Moi, je voudrais juste citer 2 références qui me semblent très intéressantes là-dessus. Déjà, pour ce qui est du cinéma principalement et des séries, il y a André Loez qui a fait, avec son podcast Parole d'Histoire, pendant tout le confinement, tout un tas d'entretiens avec des historiens qui parlaient de produits cinématographiques et qui le remettaient en perspective par rapport à leur discipline. C'est pas pour juste critiquer en disant le légionnaire a une jupette trop courte ou ce genre de truc, hein, mais vraiment pour réfléchir à quelle image ça renvoie de l'histoire. Il y a des sujets très divers. Ça va de nanars monstrueux comme Gods of Egypt à des films beaucoup plus sérieux ou à une série comme Rome. Moi-même, j'ai eu la chance d'y parler du film Titanic de James Cameron, par exemple. Et il y a
plein d'entretiens sur plein de sujets différents, donc je recommande ça. Et la deuxième recommandation que j'ai à faire, c'est la chaîne de Romain Vincent qui s'appelle Jeux vidéo et histoire. Romain est prof et là il est en train de faire une thèse en fait sur l'utilisation du jeu vidéo dans le cadre d'un cours d'histoire. Et je trouve qu'il a une approche très lucide et très nuancée sur justement l'intérêt de ces dispositifs, mais aussi les limites, parce que c'est pas tous les élèves qui peuvent trouver leur place là-dedans, et qu'il y a des fois où du coup ça peut être un dispositif qui va être excellent pour certains élèves et excluant pour d'autres, et c'est souvent quand même plutôt ça que ça peut être excluant pour ceux qui sont déjà un peu en difficulté. Donc je vous conseille d'aller voir son travail, c'est beaucoup plus passionnant que tout ce que je pourrais vous en dire. Et il parle de façon plus large justement du jeu vidéo et de l'histoire et des rapports que les deux peuvent entretenir, donc c'est vraiment intéressant. Merci. Justine, peut-être là-dessus? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Pour moi, le cinéma, les séries, effectivement, ça peut être une bonne passerelle. Moi, en tant que spectatrice, je les prends jamais comme des cours d'histoire, et c'est comme ça qu'il faudrait le faire, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas trop critiquer un film qui ne serait pas fidèle historiquement, parce que pour moi, c'est pas son but forcément. Même si parfois il se revendique un peu trop, tiré de faits réels et tout ça. Mais voilà, pour moi, le film, ça peut être un bon film en n'étant pas bon historiquement, et inversement. Oui, ça peut être une bonne passerelle. Par exemple, moi j'ai fait 2 vidéos. Bon là, pour le coup, j'ai un peu profité. Je me suis dit, bon, ça fera des vues, et ça en a fait. C'était au moment de la dernière saison de Game of Thrones, qui n'est pas une série historique, mais qui a de très nombreuses références historiques. Et l'auteur s'est inspiré de nombreux événements et très culturels de l'Europe médiévale, principalement. Donc j'ai fait 2 vidéos sur Game of Thrones et les 7 merveilles du monde, parce qu'on les retrouve de manière déguisée dans Game of Thrones, et les morts dans Game of Thrones aussi, les parallèles entre certaines morts célèbres de Game of Thrones et certaines morts célèbres historiques. Et donc à ce niveau-là, oui, ça peut être une bonne porte d'entrée, les séries et les films, mais il faut derrière pouvoir avoir autre chose, quoi, pouvoir vulgariser, pour pouvoir avoir des ouvrages sur les sujets. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a des travaux qui se font, aussi bien d'historiens que de vidéastes, ou sur les podcasts dont tu parlais, où le but n'est pas d'enfoncer un film ou une série, mais de voir ce qu'on peut en tirer. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, j'avais un livre, c'est sur l'histoire et Kaamelott, je crois, où voilà, le but, c'est, on sait que Kaamelott, c'est pas une série historique, mais c'était une analyse des nombreux points qui peuvent être, qui sont des références historiques, ou qui n'en sont pas, mais pourquoi, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se fait de plus en plus et qui est très intéressant. Merci. Julien, peut-être pour conclure, quand on se retrouve justement face à un public de collégiens qui a comme référence des jeux vidéo ou des films qu'on voit, des films grand public. C'est l'enfance de l'art, hein, voilà, et ensuite... Non, plus sérieusement, en fait, ça se passerait beaucoup mieux déjà si on avait de bons journalistes, je vais être très franc, parce que moi je repense à ce qui s'est passé avec le film Dunkerque, voilà, qui a été présenté comme un truc historique. Waouh, on revit ce qui s'est passé sur les plages, etc., etc. Tu te dis, mais bon sang, mais il y a une erreur par plan, puis pas une petite, quoi. Ça s'est juste pas passé comme ça du tout. Et voilà, même j'ai eu un membre de l'équipe du film qui est intervenu d'ailleurs sur le blog pour dire que même eux n'avaient pas compris ce qui se passait tellement ça n'avait aucun sens. Donc c'était assez génial. Mais théoriquement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème, parce qu'on devrait déjà avoir une presse qui est capable de dire ce film est plutôt historique, ce film ne l'est pas, et donc d'avoir des mises en garde, enfin des mises en garde, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'expliquer un peu les choses. Mais finalement, voilà, on se retrouve à être youtubeur et à faire ce boulot-là parce qu'il n'est pas fait dans la presse. Donc quelque part, c'est plus de boulot pour nous. Mais c'est un peu triste pour l'état de notre presse. Voilà. D'ailleurs, je lisais ton blog cinéma il y a de nombreuses années, Julien. Je suis plus maintenant. Oui. Ça ne nous rajeunit pas à 11 ans. Et Baptiste, peut-être pour conclure sur cette question-là, par rapport à ces supports qu'on peut utiliser peut-être de manière pédagogique en classe quand on a le temps dans le programme de 3e. Du coup, oui, quand on a le temps est très important en 3e, parce que le programme juste en histoire est extrêmement vaste. Mais c'est vrai que comme Julien, en fait, souvent en guise d'accroche, j'utilise un extrait d'un film ou d'un reportage, d'une BD.
ça permet vraiment d'accrocher et de leur faire se poser en fait une question. Et en fait, souvent, à partir de cette accroche en classe, on va en déduire une problématique qui va nous guider tout au long de ce chapitre. Ou même des œuvres d'art, par exemple, pour introduire la Première Guerre mondiale, j'utilise une œuvre de Otto Dix. Alors, je ne sais jamais si on dit Otto Dix ou Otto Dix, sur les gueules cassées, qui est horrible à regarder quand on y regarde de plus près. Et du coup, ça nous fait, pardon, j'arrive plus à parler, c'est samedi soir, ça nous fait arriver à une problématique qui nous fait nous demander en quoi la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est totale, c'est une guerre d'un genre nouveau. Et ça se voit bien ça se voit jusque dans l'art, en fait. Donc, voilà. Merci à tous les quatre. Alors, je crois que Yulsword avait une question, donc je t'invite à la poser. Bonsoir. Donc, petite question, on a beaucoup parlé en fait de vos passions pour l'histoire et donc vous parlez de vos chaînes. Et j'aurais aimé connaître justement les chaînes YouTube que vous regardez et que vous suivez, mais qui ne traitent pas du sujet de l'histoire. Qu'est-ce qui vous passionne d'autre comme chaîne sur YouTube, hormis l'histoire? Allez, je me dévoue. J'avoue que, en fait, à part ma vie de famille qui me prend pas mal de temps, plus la préparation des cours, plus la préparation des vidéos, j'ai assez peu de temps pour traîner sur YouTube. Mais il y a une chaîne que j'apprécie tout particulièrement, c'est la chaîne Horizon Gull, qui est une chaîne, en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui analyse la société, qui met des mots précis sur ce que tout le monde sait, en fait. Donc, que je conseille fortement. Voilà. Moi, j'avoue que tout pareil, je regarde très peu de vidéos sur YouTube. J'en regardais un peu plus avant, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et du coup, j'arriverai même pas à trouver là une vidéo, enfin une chaîne que j'ai à recommander là. Surtout en dehors de l'histoire, je veux dire. Oui, il y en a forcément, mais je sais plus. Moi, c'est un peu pareil. J'étais très, très gros consommateur de vidéos YouTube avant de commencer à en faire. Et maintenant, ça me rappelle un peu trop le boulot. Et puis, je pense que aussi avoir plongé dans les coulisses, des fois, il peut y avoir aussi des choses qui dépitent un peu. C'est comme McDo, faut pas aller dans les cuisines, sinon des fois après, on a moins envie de manger la bouffe. Donc il y a des chaînes que j'aime beaucoup par contre quand même, mais c'est pas forcément celle que je regarde le plus en plus parce que c'est comme Arte, on sait que c'est super, mais en fait à la fin on regarde quand même une connerie à la place. Donc moi je regarde surtout du gaming ou des conneries comme ça, mais la chaîne Horizon Gull, je recommande effectivement beaucoup. La chaîne Esprit Critique de Zizimitl aussi, qui fait beaucoup d'analyses sur de sciences politiques, ce genre de choses. C'est très très intéressant et je recommande beaucoup. Et puis si vous voulez voir de la très mauvaise histoire et faire un jeu à boire avec des amis quand on sera déconfiné, il y a la chaîne de François Asselineau avec une superbe conférence sur l'histoire de France. Il fallait que je la case dans une interview avec les jeunes Européens. Avec plaisir. Moi, je tiens à dire, je suis vachement rassuré par ce qui vient d'être dit, parce que je me sentais coupable, en fait. Mais bien joué. En fait, sur Twitter, je ne suis personne. Voilà, dans 12 ans, j'ai 0 compte abonné. Sur YouTube, j'ai 0 abonnement. Je ne suis aucune chaîne. Et voilà, donc je suis une espèce de mec qui se contente de balancer ce qu'il fait et qui ne regarde pas les autres. Alors, à part de temps en temps, pareil, un petit peu de gaming ou sur un sujet particulier, genre Internet Historian ou voilà, ou le joueur du grenier que je vais regarder de temps à autre parce que ça m'intéresse. Le reste, voilà, je passe pas assez de temps sur YouTube et je vois pas assez de vidéos de chat. Je me sens un petit peu coupable. Et comme pour le coup, vous avez l'air de ne pas passer beaucoup de temps sur YouTube, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais, si j'ai bien compris. Vous êtes plusieurs à avoir expérimenté une approche un petit peu plus transmédia, donc soit avoir commencé sur un blog, puis être allé sur YouTube, ou inversement avoir écrit un livre derrière. Je trouve assez intéressant de savoir en fait pourquoi vous avez souhaité avoir cette approche complémentaire. Qu'est-ce qu'apportent finalement ces supports supplémentaires dans les messages que vous souhaitez faire passer? Je peux commencer. Moi, du coup, j'ai commencé sur YouTube et ensuite j'ai écrit un livre.
Pourquoi? C'était quelque chose qui me plaisait évidemment. Moi, c'est une maison d'édition qui m'a contactée, donc enfin, voilà, c'est un projet qu'on a créé ensemble. Donc, c'est pas moi qui suis allée vers une maison en proposant mon idée, on l'a développée à plusieurs cerveaux. Et moi, ce qui m'a plu justement, c'est que la première approche, ça a été qu'ils m'ont demandé de reprendre un script d'une de mes vidéos et de le transposer pour en faire un chapitre de livre. Et ensuite, les chapitres suivants ont été plutôt des choses qui n'avaient pas encore été abordées en vidéo. Mais cet exercice-là, j'ai trouvé très bien pour commencer le travail déjà et très intéressant de reprendre à partir de recherches déjà faites et d'un script où il y avait déjà des blagues placées, etc. Et d'en faire un autre support, d'utiliser un autre ton. Et moi, si j'ai eu envie de faire un livre, du coup, c'était justement, déjà, j'ai toujours aimé écrire. Et parce que c'est quelque chose qui me paraissait concret autrement. Ça devient un objet. Les vidéos YouTube, c'est pas des objets. Enfin, je veux dire, c'est pas des objets concrets qu'on peut toucher. C'était aussi voilà, pour aborder les choses d'une autre manière et viser peut-être un autre public. Parce que voilà, tout le monde ne va pas sur YouTube. Comme j'ai dit, moi, mon public, c'est plutôt 20-40 ans. De ce que j'ai pu voir en dédicace, les personnes qui ont acheté mon livre sont un peu différentes. Il y a souvent des personnes plus âgées. Et pour moi, c'était intéressant voilà, de s'ouvrir à un autre public, à une autre approche. Parce que par exemple, mon éditrice me renvoyait en disant non, bah là, il y a trop d'humour. Ou alors non, là, il n'y en a pas assez. Donc, il fallait que je fasse autrement. Enfin, par exemple, dans mes vidéos, j'ai différents personnages de différentes époques qui apparaissent. Bah là, l'humour, je l'ai amené d'une autre manière. Donc, voilà, tout ça, c'était un exercice très intéressant personnellement et que j'ai envie de recommencer maintenant. Mais oui, voilà, c'est bien. Utiliser plusieurs médias, c'est plus au niveau personnel que ça m'a fait beaucoup de bien, passer sur un autre média. Pour moi, c'est surtout que les deux sont très liés en fait. Moi, comme Justine, j'aime beaucoup écrire et j'ai commencé par ça. J'ai jamais été très à l'aise à l'oral à la base. Et pour moi, vraiment, c'est important que chaque vidéo soit liée à un article écrit que je mets dans la description. En fait, j'écris l'article en premier et comme je me filme en face cam sans filer, en fait, j'ai pas de prompteur, j'ai pas de texte vraiment précis. J'ai juste l'article que j'ai beaucoup relu et que j'ai, comme je disais tout à l'heure, répété sous la douche et aux toilettes pendant des jours. Ce qui fait que je suis presque en improvisation quand je tourne la vidéo, mais du coup, je considère que le format oral est forcément un format qui se prête beaucoup plus aux erreurs, aux approximations, parce que trop souvent à l'université, j'ai vu des gens qui lisaient un article, par exemple, pendant un colloque, mais du coup, c'est insupportable à écouter, et donc j'aime pas du tout ça. Donc moi, je voulais juste parler à des gens comme je parlerais à un ami, mais quand je parle à un ami, je fais des approximations, je dis des conneries. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il y ait aussi de l'écrit derrière, parce que la vidéo, en plus, maintenant qu'on peut plus faire facilement des petites notes, des choses comme ça pour dire là, je me suis gouré, je pense que c'est vraiment important d'avoir un truc beaucoup plus posé, écrit, qui permet vraiment l'apprentissage, parce que l'oral ne favorise pas vraiment l'apprentissage. L'oral, c'est beaucoup plus pour de la découverte, mais on retient pas forcément beaucoup sur une vidéo, surtout quand elle est très longue. Donc pour moi, c'est important d'avoir l'écrit. Puis après, effectivement, un livre, alors moi, je vais pas faire un livre par rapport à ma chaîne, mais là, j'ai ma thèse qui est sur le point d'être publiée dans peut-être le mois ou les 2 mois qui viennent, donc je plus sois ce que dit Justine aussi, c'est extrêmement satisfaisant de voir un travail aboutir dans un objet construit. Après, il faut aussi que ce soit un objet dont on soit fier, parce que par exemple, si vous cherchez mon nom sur Amazon, vous verrez déjà un livre que j'ai coécrit, mais c'est les actes d'un colloque à l'université qui a été un peu torché. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé la façon dont on l'a fait, et du coup, j'en suis pas particulièrement fier, même si il y a eu beaucoup d'investissement de la part d'une bonne partie des gens qui s'y sont mis. Mais moi, c'est pas un résultat forcément dont je suis heureux. Donc c'est important aussi de faire un truc dont on soit fier dans ces cas-là. Julien, peut-être sur cette question du transmédia? Oui, alors effectivement, Justine l'a dit, elle lisait mon blog, mais les blogs, c'est un truc de ringard maintenant, hein. Donc moi, à l'origine, c'est vraiment l'écriture. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre en écriture. Je vis de mes livres. C'est justement aussi pour ça que j'ai pas à monétiser mes vidéos. C'est parce que j'ai un autre modèle commercial pour manger, tout simplement. Et en fait, vraiment, l'écriture, c'est un autre média qui permet de faire d'autres choses. Moi, je l'ai fait avec À la vie, à la guerre, qui était donc un concept où tous les jours, je publiais un chapitre
mais du même jour, vu il y a un siècle par un personnage de l'histoire, un pilote de Zeppelin allemand, un sous-marinier anglais, enfin ce genre de choses, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui aurait été impossible à faire en vidéo. Par ailleurs, à l'écrit, il y a des choses que vous ne pouvez pas non plus faire en vidéo. Par exemple, parler des odeurs, parler du toucher. Enfin, on peut vraiment créer des scènes où on peut mettre plus d'émotions, ou du moins d'une manière différente par rapport à une vidéo. Et puis pour un coût différent, hein, il faut aussi le dire, on peut faire du grand spectacle, hein, on peut faire une bataille spatiale à l'écrit. Hein. Par contre, en vidéo, je vais avoir besoin d'un petit peu de budget si je veux vous le faire. Donc voilà. Et à l'inverse, pour aller au-delà de ça, même au-delà de l'aspect vidéo, il y a l'aspect conférence. Antoine l'évoquait à l'instant. Moi, par exemple, au Geek Ferries, il y a des effets que je fais sur scène que je ne peux pas non plus rendre dans mes vidéos, sur tourner au bon moment, raconter une connerie. Enfin, là on est dans le théâtre. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que les différents médias ont tous quelque chose à apporter. Là, un média sur lequel je suis un petit peu curieux, c'est le podcast, qui revient un petit peu en force et où il y aurait des choses à faire, des choses à raconter. Mais ouais, l'écriture, pour moi, ça reste mon média principal et la vidéo n'est venue qu'après. Il faut même savoir que le Petit Théâtre des Opérations a commencé par écrit sur un forum. Et c'est comme ça marchait sur le forum que c'est devenu des vidéos et que les vidéos sont devenues un livre, etc. etc. Donc, le transmédia, c'est bien parce qu'à chaque média, tous les médias n'ont pas le même public et surtout, tous les médias n'ont pas les mêmes moyens. Voilà. Merci. Baptiste, peut-être là-dessus? Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Hein. Pour ma part, j'ai pas assez peu fait de cross-média, à part du coup un premier livre sur un beau livre du coup qui s'adresse plutôt aux plus jeunes, dans lequel on a fait se mettre en rapport des personnages historiques qui n'avaient apparemment rien à voir, mais en fait si. Mais du coup, c'est aussi parce que j'aime beaucoup écrire et parce qu'un éditeur est venu vers moi que j'ai décidé de faire du cross-média. Mais à part ça, pour l'instant, moi, je suis très bien sur YouTube. Voilà. Merci. Merci à tous les quatre. Bon, alors, il est 29, on prend une dernière question, peut-être. Pour conclure, puisqu'on est ici chez Jeunes Européens de Strasbourg, on va parler un petit peu de l'Union européenne. Et l'Union européenne, on a l'impression qu'on ne la voit pas beaucoup sur YouTube. Est-ce que... je vois Baptiste qui hausse les sourcils. Est-ce que ça s'explique par le fait que c'est un produit, désolé de parler comme ça, mais un produit difficile à vendre sur YouTube, à vulgariser, ou à quoi est-ce que vous l'attribueriez? Baptiste, puisque vous avez haussé les sourcils, vous avez commencé. J'avais désactivé activé mon micro en prévision. Alors, c'est vrai que l'histoire de l'Union européenne et l'Union européenne en règle générale est assez peu vue sur YouTube. Pourquoi? J'avoue que je ne me l'explique pas. J'avais fait par exemple une vidéo donc, en collaboration avec le Parlement européen pour juste expliquer ce qu'était la politique de solidarité de l'Union européenne. Donc, le fait que tous les pays qui participent à cette grande idée donnent de l'argent et que cet argent est ensuite redistribué en fonction du niveau de développement de chaque région européenne, pas de chaque État même, hein, de chaque région. C'était vraiment juste une vidéo explicative, vraiment ça, et elle a été extrêmement mal reçue. J'avoue que j'ai du mal à me l'expliquer, pourquoi c'est très très mal reçu, pourquoi l'Union européenne est mal vue sur YouTube. C'est l'une des moins vues de ma chaîne aussi, celle qui cumule quasiment le plus de pouces en bas. Alors, donc après, ils sont revenus vers moi, le Parlement, pour faire une autre vidéo. Je leur ai montré les statistiques de la vidéo. Puis, bizarrement, j'ai plus eu de mail ensuite. Donc, voilà, je ne sais pas si parmi les invités, quelqu'un saurait expliquer pourquoi c'est si mal vu d'en parler. Mais voilà, j'ai été accusé de tous les noms parce que j'ai osé parler d'Union européenne sur YouTube. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai peut-être un embryon d'explication. Alors attention, parce que c'est une théorie personnelle. Théorie 1, c'est chiant. Je suis désolé, c'est pas sexy l'histoire européenne. Les gens
veulent des trucs qui bougent un petit peu plus avec alors, des trahisons, on pourrait en mettre dans l'histoire européenne. Mais voilà, ils veulent un truc un petit peu plus dynamique. Et là, on signe des accords et on se met tous ensemble. Et là, figure-toi qu'on ouvre les frontières, etc., etc. Donc, aussi intéressant que ça puisse être pour des gens qui s'intéressent à la géopolitique. Et Baptiste, je pense, fait partie de ces gens-là. Voilà, il y a un livre, je crois, qui en parle. On est quand même sur des sujets qui, le grand public, c'est pas directement le premier truc qui va. C'est pas facile de rendre la géopolitique intéressante. On pourrait penser au-dessous des cartes, qui a réussi ce genre de petit miracle, mais sur YouTube, vendre ça, c'est pas simple. Et puis ensuite, n'oublions pas qu'on a une vraie défense à l'écart de l'Union européenne, entre autres en France. En ce moment, on est en plein dedans, et que nos chers partis politiques français ont quand même pour spécialité d'envoyer à l'Europe leurs candidats qui ont échoué aux élections locales. C'est vous dire, même nos partis, l'image qu'ils ont de l'Europe des fois. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on a un peu de mal à vendre ça, et pour lesquelles, quand on dit « je vais te raconter l'histoire palpitante de l'Union européenne », il n'y a pas une réaction incroyable dans la salle par rapport à « je vais te raconter les guerres médiévales avec de la massue et de la peste noire ». Même si maintenant, la peste noire, on l'a. Oui, puis pour ce qui est de l'Union européenne, en plus, faut quand même parler de l'éléphant dans la salle, qui est l'UPR, qui a été très présent pendant un moment, et je pense qui était très présent au moment où Baptiste a sorti sa vidéo. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'ils ont fait 1% aux élections, il y en a une partie qui se sont calmées. Toutes les affaires autour de François Asselineau aussi font que le parti, le mammouth, a été un peu dégraissé, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils ont longtemps été très énervés quand même, et que du coup, c'est vrai que déjà parler d'Union européenne, ou d'ailleurs ne pas en parler, mais dans un sujet où on s'attend à ce qu'on en parle, parce que moi, quand j'ai fait une vidéo pour expliquer le virage à droite du Parti socialiste à partir des années 80, tout de suite, on m'a dit, t'as pas expliqué que c'était à cause de l'Europe. Et le problème, c'est que pour moi, c'est pas juste à cause de l'Europe. L'Europe, c'est un symptôme. Effectivement, l'Union européenne est ultra-libérale dans son fonctionnement, enfin dans ses politiques économiques, dans ce cadre-là, parce que on a une classe politique qui est ultra-libérale et qui utilise ça pour en profiter. Donc moi, c'était pas du tout mon angle, mais j'ai tout l'UPR qui est venu me dire « Ah, t'as pas montré justement tous les mensonges autour de l'UE ». Donc je pense qu'il y a un filon pour parler de l'UE à la limite sur YouTube, c'est d'expliquer qu'elle a été créée par des nazis. Là, ça marche. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est que vu la défiance qu'il y a à l'égard de l'UE, et vu que c'est un peu le truc où on a l'impression qu'on ne peut en parler qu'en étant fanboy, ou au contraire en étant en train d'expliquer que c'est une création nazie, ben forcément, ça clive énormément. Et je pense que si l'Union européenne a envie d'avoir des vidéos qui fassent bien son image sur YouTube, il faut surtout qu'ils arrêtent d'essayer d'en financer. Parce que je pense que aujourd'hui, à l'heure où déjà... dès qu'on en parle un petit peu trop en bien, il va y avoir la suspicion de toute façon qu'on est financé par le système. Moi, même sans justement le fait de ne pas en avoir parlé, ça m'a attiré des remarques comme quoi j'étais sûrement financé par le complot mondial. Donc si en plus on est financé déjà à la base par l'Union européenne et qu'on l'écrit, là c'est fini, on est traître et on est fier de l'être. Donc je crois que le meilleur moyen pour qu'on parle de l'UE de façon convenable, c'est surtout de ne pas se faire payer pour ça déjà. Et le problème, c'est que quand on n'est pas payé pour ça, c'est pas forcément en plus très engageant d'évoquer ce sujet-là, parce que, bah, comme vous l'avez dit, c'est pas ce qui est le plus sexy, quoi. Merci. Je précise que les jeunes européens ne perçoivent pas de financement direct de la part de l'Union européenne. On arrive quand même à en parler. Très bien. Je vous propose de s'arrêter là puisqu'il est déjà 18h35. Donc, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Un grand merci à tous les quatre, Antoine, Baptiste, Julien et Justine, d'avoir répondu à notre invitation. Pour nous, ça a été un vrai plaisir de vous accueillir tous les quatre, d'entendre vos avis sur que ce soit les lieux de mémoire ou la manière de raconter l'histoire sur YouTube. Justement, cette vidéo sera disponible sur YouTube, a priori pas sur Dailymotion, mais on va y travailler. Et je vous rappelle simplement quelques dates. Nous avons une prochaine conférence qui se tiendra déjà le 4 février. Donc, vous pouvez retrouver les informations sur notre page Facebook. Et une conférence qui sera cette fois-ci aussi avec Justine, donc de la chaîne La Prof, qui sera le 8 mars avec Étienne Gendrin et qui sera sur le thème des femmes dans les conflits à travers la BD Tête de Mule. Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une excellente soirée.